bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro des questions d'actualité au gouvernement. Dans une heure à 15h précise, les sénateurs vont interpeller les ministres. On va tout vous expliquer, tout commenter, tout décortiquer avec notre fidèle équipe du mercredi. Avec Steve Jourdain d'abord qui se trouve dans l'hémicycle du Sénat. Steve, bonjour. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? On imagine du sanitaire. Bonjour Tam, évidemment du sanitaire et cette journée noire attendue demain dans l'éducation nationale. La moitié des écoles devraient être fermées demain. Pourquoi? Eh bien, parce que les enseignants sont en colère contre le gouvernement et contre le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement. Il y aura plusieurs questions de sénateurs au gouvernement à ce sujet dans quelques instants. Merci Steve et à tout à l'heure. Et pour les réactions des ministres et des sénateurs, on va avoir Alexandre Poussard, salle des conférences. Qu'est-ce qu'on va entendre à votre micro cet après-midi, Alexandre? Bonjour Tam, très heureux de vous retrouver dans cette émission. Eh bien, vers 16h15, juste après les questions d'actualité, je serai avec la ministre Marlène Schiappa pour évoquer la hausse des violences contre les élus, contre les parlementaires, notamment de la part des antivax. Merci messieurs, on va vous retrouver tout au long de cette émission. Et notez qu'à 16h30, la rédaction se mobilise pour vous faire vivre les débats dans l'hémicycle autour du projet de loi qui instaure le pass vaccinal. La séance sera présentée par Quentin Calmet. Vous ne manquerez rien des discussions dans l'hémicycle. Et nous allons aussi consacrer notre débat cet après-midi à ce sujet qui balaye tout, le Covid et son impact sur les hôpitaux, sur l'école, sur l'organisation de la présidentielle. Mais on va commencer par parler du pass vaccinal. Le projet de loi qui prévoit sa mise en place a donc été adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale après des débats houleux. Et c'est le texte en cours de discussion actuellement dans l'hémicycle du Sénat. Que prévoit-il après être passé par la moulinette des sénateurs? On va en parler après ce point fait par Fabien Ecker. La mesure était controversée, les sénateurs l'ont supprimée. Les patrons de bars, restaurants ou cafés ne pourront pas vérifier l'identité des détenteurs du pass vaccinal. Ils considèrent, et on peut considérer que c'est à juste titre, que ça n'est pas leur rôle. Et même si nous l'inscrivons dans la loi, il est quand même douteux qu'on fasse de ces établissements et de leur personnel des auxiliaires de la police. Si nous mettons le doigt là-dedans, y compris dans un doute raisonnable, je vous le dis, alors nous pensons dans une autre société. Et ça ne nous permettra pas de combattre efficacement le Covid. Contre l'avis du gouvernement, mais aussi du rapporteur Philippe Bas, les sénateurs ont augmenté les jauges dans les stades à 50% des places disponibles, en plus des 5 000 déjà autorisées par le gouvernement. Quand on reçoit 5 000 personnes sur un stade à 70 000, j'ai eu le président de l'OL, les conséquences financières sont énormes. Vous savez, à les galeries marchandes, chaque week-end, il y en a 100 000 qui rentrent. Ce week-end, à Toulon, il y en a 100 000 qui sont rentrés, c'est le directeur qui me l'a dit. Aujourd'hui, nous avons des stades vides, et malheureusement, nos clubs, chaque fois qu'ils font un match, ils perdent un argent considérable et ça ne peut pas être rattrapé. Parmi les autres dispositions que le Sénat prévoit d'adopter, l'instauration d'un seuil national de 10 000 hospitalisations Covid, en dessous duquel le pass vaccinal sera automatiquement suspendu. La majorité de droite et du centre devrait également exclure du pass vaccinal les moins de 18 ans. Et pour parler du pass vaccinal et plus globalement de ce Covid qui continue de tout chambouler dans nos vies, j'accueille Martine Filleul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste du Nord. À côté de vous, Xavier Iacovelli. Bonjour. Sénateur RDPI, La République En Marche des Hauts-de-Seine. Face à vous, Loïc Hervé. Vous êtes sénateur Union centriste de la Haute-Savoie. Je précise que vous êtes un fervent opposant au pass sanitaire d'abord, puis au pass vaccinal aujourd'hui. On va expliquer pourquoi. Et puis avec nous, Stéphane Le Rudulier. Bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Alors on va revenir un petit peu sur toutes ces modifications qui ont été apportées au pass vaccinal après les discussions d'hier. Elles ont été résumées par Fabien Ecker. Le Sénat a donc supprimé la vérification d'identité par les hôteliers restaurateurs. Pour les sénateurs, le pass doit s'appliquer à partir de 18 ans et non 16 ans. Et il ne doit s'imposer que si certains seuils épidémiques sont atteints, notamment si au moins 10 000 patients sont hospitalisés en France. Et puis, autre changement apporté hier, et là pour le coup contre l'avis du gouvernement et du rapporteur, l'instauration de ces jauges dont on a parlé dans les stades et les salles de spectacle proportionnelles au nombre de places. Stéphane Le Rudulier, le débat dans l'hémicycle est donc en train de modifier assez significativement le texte. Est-ce que la droite cherche encore le compromis ou vraiment à écrire sa version ?
On cherche à écrire une version qui soit équilibrée. Je pense que le Sénat a toujours pris ses responsabilités, en tout cas la majorité sénatoriale. Le but étant de préserver la santé publique tout en veillant à l'équilibre par rapport aux libertés individuelles. L'idée n'est pas de transformer ce projet de loi en référendum sur la gestion de la crise au niveau du gouvernement. On va en parler de cette dimension politique. L'idée, c'est véritablement, premièrement, de calibrer le pass vaccinal dans le temps. Le texte qui est issu de l'Assemblée nationale pouvait laisser penser que jusqu'au mois de juillet, le pass vaccinal pouvait s'appliquer. Là, il y a une extinction automatique programmée. C'est une extinction automatique programmée en fonction de 3 critères, ça a été rappelé. Et également, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire laissé au gouvernement pour activer ou ne pas activer le pass vaccinal. Et je pense que ça, c'est une garantie également. Il faut se rappeler que nous sommes dans un régime d'exception depuis maintenant 2 ans. Et il ne faut pas s'habituer à ce régime d'exception. Ce n'est pas le mode de gouvernance classique, en tout cas dans un état de droit. Xavier Iacovelli, on vit dans un régime d'exception. Est-ce que ces limitations pour préserver un peu plus nos libertés que souhaite la majorité sénatoriale, pour vous, elles sont acceptables aujourd'hui ? Moi, je vais vous dire, on est dans un régime d'exception parce qu'on a une situation exceptionnelle aussi. Enfin, ce qui est liberticide, c'est pas les lois qu'on met en place pour protéger les Français. Ce qui est liberticide, avant tout, c'est le virus qui prive nos concitoyens d'une liberté de circuler, d'une liberté de pouvoir embrasser ses grands-parents, ses parents, ses enfants. Voilà, c'est ça aussi cette situation. Et c'est une situation que nous menons aujourd'hui de front depuis 2 ans. Alors effectivement, dans cette situation de lutte contre l'épidémie, on aimerait qu'il y ait une unité nationale. On voit bien qu'à quelques mois, à quelques semaines maintenant même des élections présidentielles, on est plus dans des postures politiques. On l'a vu à l'Assemblée nationale, on le voit aujourd'hui au Sénat, où on rejette, on veut plus dans réécrire. l'unité initiale qu'il y avait autour de la gestion de la crise vous avez vu sanitaire, longtemps l'unité politique aujourd'hui de la gestion. Oui, pour le vraiment confinement. au tout début. Mais moi, quand je vois par exemple au niveau de l'Italie, l'unité nationale qui s'est faite sur la vaccination obligatoire des plus de 50 ans, on se dit pourtant l'Italie n'est pas forcément un pays où il n'y a pas de débat parfois houleux. Et moi, je rêverais d'avoir une unité nationale comme on peut avoir en Italie, même si la question de la vaccination obligatoire est un autre sujet. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, les responsables politiques, en tout cas ceux qui incarnent l'opposition, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Mais là, la majorité sénatoriale veut quand même adopter le pass vaccinal. Oui, alors vous savez, elle veut oui et non, parce que quand on entend la vice-présidente de la commission des lois, Muriel Jourda, hier, qui met même en doute l'utilisation du vaccin et on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin, pardonnez-moi, mais en termes de responsabilité politique, alors qu'on doit justement mobiliser les Français pour se faire vacciner, pour soutenir nos hôpitaux, pour soutenir notre système de santé, je trouve que c'est clairement irresponsable. Loïc Hervé, vous êtes opposé au pass sanitaire, vous êtes aujourd'hui opposé au pass vaccinal, malgré tous ces garde-fous qui ont été instaurés par la majorité dont vous faites partie hier. Alors moi, je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que toutes les évolutions, notamment proposées par Philippe Bas ou votées hier soir en séance, qui iront dans le bon sens et dans le sens de l'assouplissement, non seulement je les voterai, mais je m'en féliciterai. J'espère maintenant qu'elles seront donc vous allez voter conservées. Le pass vaccinal. Non, je ne voterai pas ce texte. Mais dans le débat parlementaire, puisque j'ai proposé une question préalable qui proposait le rejet en bloc du texte, et je n'ai pas été suivi par mes collègues sénateurs qui, pour ou contre le pass vaccinal, voulaient avoir ce débat. Le débat a lieu, j'y prends ma part, je vote les assouplissements nécessaires. À la fin, je voterai contre le texte. Mais si vous voulez, ma cohérence, c'est que je suis défavorable au pass vaccinal et au pass sanitaire depuis décembre 2020. C'est-à-dire depuis le premier dépôt d'un premier texte par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que j'estime que ce qu'on nous a vendu comme étant des mesures temporaires et proportionnées rentre dans la vie des Français. On entend même des membres du gouvernement se féliciter que les Français se soient appropriés le pass. Mais bon sang, jamais on devrait se féliciter de ça. Ça devrait rester l'exception. Mais non, ça l'est pas, chers collègues. Mais non. Quand on voit le ministre de la Santé qui explique que tant qu'il y aura des variants, on gardera le pass sanitaire ou le pass vaccinal, c'est bien qu'on est devenus des solutionnistes et que cette affaire de pass et de QR code qui est rentrée dans notre vie quotidienne, on entend bien le conserver. Tant qu'il y aura des dangers pour les Français, on protégera les Français, oui, c'est une évidence. C'est une erreur philosophique majeure. Je suis vacciné.
triple dose. J'ai eu le Covid la semaine dernière. Je présente mon pass sanitaire chaque fois qu'on me le demande. Je porte le masque chaque fois que c'est exigé. Simplement, aujourd'hui, le virus circule entre les vaccinés, massivement, dans la sphère privée et dans les lieux qui sont soumis au pass sanitaire. On supprime, pour passer du pass sanitaire au pass vaccinal, on supprime les tests des non-vaccinés. Très bien. Vous estimez que c'est très bien. Moi, je suis beaucoup plus réservé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous seriez favorable qu'est-ce que vous proposez? La responsabilité individuelle. Mais attendez. Ce que, par exemple, le gouvernement, on va y venir, j'imagine, sur la question des écoles. On demande aux parents de faire des autotests à leurs enfants. C'est bien qu'on leur demande de faire des actions qui reposent sur la responsabilité individuelle. Et qu'on leur fait confiance, parce que les autotests, effectivement, il n'y a pas... Il y a un pays qui est bien plus vacciné que nous. C'est un pays voisin qui s'appelle l'Espagne. Ils ont de meilleurs chiffres de vaccination que nous. Et ils n'ont pas de passe sanitaire dans leur pays. Ils sont en train de le mettre en place. Ils sont en train de le mettre en place. Ils sont en train de le mettre en place. Justement, en prenant exemple sur la France, parce qu'ils se rendent compte que le peu de gens qui ne sont pas vaccinés fait circuler effectivement le virus et que ça peut provoquer effectivement des saturations dans le système hospitalier. Donc, regardez vos fiches. L'Espagne prend exemple sur la France. Le virus ne circule pas uniquement par la faute des non-vaccinés. Le virus circule en population générale. Monsieur Hervé, vous savez très bien qu'aujourd'hui, 90% de ceux qui sont en réanisation, aujourd'hui, ce sont des non-vaccinés. C'est faux. Mais c'est vrai. C'est faux. C'est vrai, mais regardez les chiffres de l'adresse. Non, ça c'est important. Les chiffres sont faux. Cette affirmation-là est fausse. Mais alors, écoutez, il y a aujourd'hui 42% de vaccinés double dose ou triple dose en réanimation en France. Ce sont les chiffres de l'adresse du ministère de la Santé qui ont été confirmés. Que vous pouvez trouver, qui n'ont pas été confirmés. En l'occurrence, je vous invite à regarder vos hôpitaux dans votre département. Comme à tous les collègues, l'article de Libération d'hier. Oui, excusez-moi, qui a été dénoncé, qui a été d'ailleurs le ministre a dit que c'était des fausses informations. Alors une autre proposition, c'est absolument faux. Une autre proposition, c'est celle du groupe socialiste. Vous, cela fait déjà des semaines, des mois que vous êtes favorable à l'obligation vaccinale, pas peur de braquer les Français en faisant du vaccin une obligation quand on voit bien déjà que ça peut braquer le pass vaccinal. Non, je pense qu'il faut justement avoir le sens des responsabilités. Et je pense que je vais mettre d'accord mes collègues en disant que la situation est vraiment très grave. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Aujourd'hui, il y a 250 morts par jour. Il y a 25 000 personnes qui sont hospitalisées en France. Il y a des opérations qui sont déprogrammées tous les jours. Et donc, 368 000 nouveaux cas. Absolument. Je pense qu'il faut vraiment remettre ces chiffres bien en évidence et bien en lumière. Là, on est un peu dans notre cuisine, on va dire, sénatoriale. C'est quand même ça, le vrai sujet. C'est quand même ça, la vie des Français. C'est cette vie qu'il faut absolument préserver. C'est pour ça que mon groupe, effectivement, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs textes, défend la vaccination obligatoire. Et moi, je pense que si nous avions mis en place, si le gouvernement avait mis en place la vaccination obligatoire il y a quelque temps, on aurait épargné des vies. Et c'est ça l'essentiel. D'un autre côté, moi je pense aussi que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Il a peur effectivement de brusquer, de braquer un certain nombre de Français, alors que c'est son rôle également d'assumer que la vaccination se fasse partout. Je précise qu'aujourd'hui, Xavier Iacovelli, l'Académie de médecine, s'est dit également favorable au vaccin obligatoire. Oui, moi, je ne peux pas laisser dire ma collègue socialiste, du groupe socialiste, effectivement, que le gouvernement, en fait, est responsable des morts qu'il y a eu au moment où vous avez déposé votre proposition de loi et au moment où nous votons le pass vaccinal. Ça, c'est pour le coup irresponsable et limite diffamatoire. Vous avez l'habitude, mais en l'occurrence, sur les responsabilités. Oui, mais je sais que vous êtes les meilleurs pour donner des leçons quand on est dans l'opposition, mais quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, on se demande effectivement ce que le précédent gouvernement a fait. En tout cas, vous avez continué sur la même ligne politique avec votre gouvernement. 19 milliards, pardonnez-moi, Madame Filleul, pardonnez-moi. Vous avez effectivement réduit et j'en prends ma part de responsabilité. Je soutenais le gouvernement qui a fait ça. Donc, à un moment donné, j'ai cru. Non, mais je l'assume. Le gouvernement précédent sous Marisol Touraine a réduit effectivement le trou de la sécurité sociale au détriment de l'hôpital. Ce gouvernement, notamment avec Olivier Véran,
c'est 19 milliards d'investissements, c'est la revalorisation des salaires comme jamais. Alors, pardonnez-moi, mais on peut comparer ce qui est comparable, mais par pitié, un peu d'humilité sur la gestion du précédent gouvernement. Mais juste pour répondre il n'y a pas sur eu la de vaccination, suppression de lits non, pas sous du le tout. gouvernement Pas du tout. Pas du tout. Bien sûr que si. Pas du tout. Sur la vaccination obligatoire, moi j'ai toujours dit que j'y étais favorable. J'ai toujours dit que j'y étais favorable, sauf qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais le groupe socialiste ne donne pas de solution de contrôle. Le pass vaccinal est un moyen. Le pass vaccinal, si c'est un moyen de contrôle. Et c'est un moyen, effectivement, d'inciter ou de contraindre les Français de se faire vacciner. Et donc, effectivement, c'est une des méthodes. Mais aujourd'hui, hormis l'obligation inscrite dans la loi, vous ne mettez pas les méthodes de contrôle et de sanctions éventuelles pour ceux qui n'accepteraient pas cette vaccination. Ça a été dit dans le débat, monsieur Iacovelli, que le pass vaccinal, c'était un moyen, un outil de contrôle, mais au service d'un principe, qui est l'obligation vaccinale. Donc vous voterez sans problème le pass vaccinal. On va rejoindre la salle des conférences. Ça dépend de la suite des débats. Il y a beaucoup d'avis manifestement autour de ce pass vaccinal. On va en entendre un autre, celui de Guy Benarroche, sénateur écologiste, vice-président de la commission des lois. Il est au micro d'Alexandre Poussard. Ah oui, le groupe écologiste du Sénat qui est également opposé au pass vaccinal. Guy Benarroche, pourquoi s'opposer à ce dispositif alors qu'on a une énorme urgence sanitaire et des centaines de milliers de contaminations actuellement? Alors justement, dans votre question, il y a la réponse. D'abord, il n'y a pas une nouvelle urgence sanitaire, si on écoute même les déclarations du gouvernement. Donc il n'y a pas de justification à une nouvelle loi. Et deuxièmement, s'il y avait une nouvelle loi pour freiner la propagation du virus, on aurait pu le comprendre, le partager ou pas, mais le comprendre. Or, cette loi n'a absolument pas cet objet ni cet objectif. Elle n'est pas destinée à freiner la circulation du virus Omicron. Ça a encore été rappelé ce matin par Olivier Véran qui dit on ne peut pas lutter, il est installé, on ne va pas lutter contre sa propagation. Il faut vivre le plus normalement possible, a-t-il dit ce matin. Mais alors pourquoi ne pas se doter de cet outil du pass vaccinal en cas de nouvelles vagues, de nouveaux variants, comme l'a dit Olivier Véran? C'est son objectif. Alors l'objectif d'Olivier Véran, c'est pas de se doter d'une loi pour lutter contre un nouveau variant. L'objectif d'Olivier Véran, c'est d'essayer de faire en sorte aujourd'hui que les gens sans obligation vaccinale puissent être obligés de se faire vacciner. Voilà, c'est son objectif parce que c'est le seul objet pour le gouvernement aujourd'hui, c'est faire vacciner le plus de gens. Or, nous ne sommes pas dans une situation où on n'a pas de vaccinés en France. Nous sommes dans une situation où il faut aller éventuellement chercher les derniers non vaccinés. C'est plusieurs millions de Français, c'est important. C'est plusieurs millions de Français, dont une grande partie, parmi eux, en tout cas une partie non négligeable, qui n'a pas été chiffrée, sont des gens qu'il faut aller chercher. Donc il faut aller vers eux, il faut leur permettre d'être vaccinés, il faut envoyer des gens sur le terrain dans les petites communes ou vers des gens qui sont isolés de tout, qui sont en dehors du contexte social le plus favorable, dans les endroits où la pauvreté est la plus importante, la précarité la plus importante. On le sait puisque les cartes de la précarité et de la pauvreté se décalquent totalement sur les cartes des non-vaccinés. Donc une politique dans ce sens-là aurait pu être comprise, c'est pas l'objet de la loi, c'est clair. Et pourtant, on a l'impression que ces systèmes de pass sanitaire, de pass vaccinal, eh bien, ils fonctionnent comme des incitations fortes à la vaccination. C'est-à-dire à chaque annonce, eh bien, il y a des primo-vaccinés supplémentaires. Donc cette incitation, elle marche. Pourquoi ne pas la voter? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, elle a marché d'autant plus qu'il y a peu de vaccinés. Donc maintenant, c'est plus compliqué parce que je vous signale quand même qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont 2 doses et qui ont des difficultés par lassitude, par nombre d'informations contradictoires arrivant du gouvernement dans des laps de temps très courts, à faire la 3e vaccination. Donc il y a plus de difficultés aujourd'hui sur la 3e vaccination parce qu'il y a une lassitude que sur le fait d'avoir des primo-vaccinés. En plus de ça, aujourd'hui, il y a des politiques à mettre en place sanitaires. Pourquoi ne pas mettre en place, par exemple, pour permettre d'éviter la diffusion du virus, pourquoi ne pas mettre en place la distribution de masques FFP2 à des endroits où ça s'avérerait nécessaire et où c'est demandé? Pourquoi ne pas mettre en place un certain nombre de capteurs COD plus importants? Pourquoi ne pas pérenniser le télétravail? Il y a tout un tas de décisions qui auraient pu être prises, qu'on essaye de porter par nos amendements et qui sont une véritable politique sanitaire de lutte dans un cas d'urgence. Ce n'est pas le cas de cette loi. C'est une loi uniquement qui restreint les libertés et surtout qui a pour principale vocation, ou en tout cas conséquence, de mettre en place une vraie société du contrôle. Une vraie société du contrôle que nous avons pu éviter partiellement aussi en évitant que n'importe qui puisse demander les papiers de n'importe quel Français dans n'importe quelle circonstance, qui était quand même l'aberration suprême de ce projet de loi, quoi. Merci beaucoup Guy Benarroche d'avoir répondu à mes questions. Et donc vous le voyez, Tam, la protection des libertés, c'est aussi la priorité du groupe écologiste au Sénat.
Merci beaucoup Alexandre. On vous retrouve tout à l'heure. Toute cette discussion, en tout cas, se déroule aussi avec la présidentielle en ligne de mire. Les députés La Républicains, la semaine dernière, se sont divisés entre vote pour, contre, abstention. Cela a été immédiatement analysé comme la preuve du manque d'autorité de leur candidate Valérie Pécresse, favorable, elle, au pass vaccinal. Et ce matin, en plein examen du texte, le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, a lui choisi de faire le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Rien que ça, écoutez. Le bilan est maigre. Voilà un homme qui avait promis de tout changer. Il a tout continué parce qu'il n'a rien réformé. Voilà un homme aussi qui se présentait pour nous donner une cure de jouvence. Il avait parlé même d'un monde nouveau. Lui-même est très jeune, mais qui utilise, mais alors, les plus vieilles ficelles que toute la classe politique française a utilisées depuis 40 ans. C'est-à-dire quand il y a un problème, il met de l'argent public, qu'il n'a pas d'ailleurs. C'est l'argent des Français, c'est l'endettement. Et je ne parle pas évidemment de l'argent consacré à la crise Covid. Il fallait le faire, il fallait protéger l'emploi, protéger notre tissu productif. Mais ce qu'on lui reproche, c'est pas ça. C'est les milliards qu'il dépense pour faire sa campagne électorale, pour acheter l'élection présidentielle. Pour acheter l'élection présidentielle, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Bruno Retailleau, Stéphane Le Rudulier, est-ce que, vous ne pensez pas aussi qu'avec de tels mots, la campagne présidentielle risque de se transformer en plébiscite pour ou contre la politique sanitaire du gouvernement? Ce que vous avez reproché à Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, est-ce que ce n'est pas ce qu'il fait là aussi? Non, je ne pense pas. Tout au contraire, nous, ce qu'on demande, c'est de sortir de cette gestion de crise sanitaire comme thème principal de la campagne. On a vu qu'Emmanuel Macron voulait nous enfermer dans cette thématique pour essayer de tirer son épingle du jeu. C'est la raison pour laquelle, et j'insiste là-dessus, les sénateurs ont pris leurs responsabilités. Nous ne sommes pas contre le pass vaccinal. Mais je voudrais vous dire une chose. Ça va être plus clair que la semaine dernière à l'Assemblée, au Sénat ? Je voudrais quand même dire une chose. Et là, en termes de communication, le gouvernement, comme à son habitude, a un peu brouillé les pistes. Le pass vaccinal n'est pas pour répondre à l'urgence sanitaire actuelle. C'est totalement faux, puisqu'il faut au minimum 1 mois pour qu'une personne ait un schéma vaccinal complet. Quand on voit la propagation d'Omicron, on peut se dire que le seuil n'a pas fini d'évoluer. Donc ce n'est pas pour répondre. Alors c'est quoi son objectif à ce pass vaccinal selon vous ? L'objectif, effectivement, c'est d'essayer de prendre conscience que la vaccination est le seul moyen pour les Français et pour le monde entier de se sortir de cette pandémie. En tout cas, c'est le seul moyen que l'on a actuellement. Mais là encore, il y a des techniques de communication du gouvernement que je ne comprends pas. Quand vous faites une conférence de presse le 27 décembre avec une scénographie et une dramatique annonce qu'on devait entendre et qu'on se retrouve à dire, ben voilà, plus de pop-corn dans les cinémas, interdiction de manger son sandwich dans le train. J'ai envie de vous dire tout ça pour ça. Alors ça peut paraître... Vous êtes monté dans les tours pour ces interdictions. Ça peut paraître anecdotique, mais derrière, c'est la crédibilité de la gestion de la crise par rapport au gouvernement. C'est cela qu'on dénonce. Parce qu'il faut forcer, inciter les gens à se faire vacciner. Et le dérapage contrôlé d'Emmanuel Macron avec forcément l'insulte pour essayer de convaincre les 5 millions de Français, je trouve ça vraiment scandaleux. Par rapport, et ça n'a pas été à la hauteur de la situation, et ce n'est pas à la hauteur d'un président de la République. Ce n'est pas à la hauteur, Xavier Iacovelli, bien sûr. Emmanuel Macron qui a dit vouloir emmerder les Français non vaccinés, cette expression qui a été commentée, surcommentée depuis une semaine. Il joue quand même cette carte, celle des vaccinés, celle des non vaccinés. Il joue sur la crise sanitaire en plein lancement de sa campagne présidentielle. Vous pensez vraiment que le président de la République, après 2 ans de crise sanitaire, avec 250 morts par jour, avec 360 000 contaminations jour, vous pensez vraiment qu'il joue avec les petites phrases? Effectivement, moi, quand je vois les propos de Bruno Retailleau, qui en fait fait pas mal de slogans, de punchlines, comme on dit, mais c'est pour cacher effectivement des idées creuses et surtout l'absence d'unité de sa famille politique derrière la candidate Valérie Pécresse, la candidate DLR. On l'a vu lors des votes à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, vous parliez des 3 tiers, mais en fait, il y a 4 quarts. Parce qu'il y a quand même
un quart qui n'est pas venu du tout voter. Ah bah, et donc, ça, vous savez faire ça. Ça, vous savez faire. Mais je dis pas le contraire. Pour prolonger le débat à l'Assemblée nationale. Pour prolonger le débat, bien sûr. Mais c'est nous qui avons fait en sorte de prolonger le débat. Vous êtes quand même fantastique. Vous qui avez fait le coup du rideau en vous cachant derrière les rideaux de l'Assemblée nationale. Quant au Sénat, on voit bien hier les positions de la vice-présidente de la commission des lois, Muriel Jourda, qui d'ailleurs a été copieusement applaudie par une partie de l'hémicycle LR, qui effectivement dénonçait l'utilisation même du vaccin dans l'hémicycle. Pardonnez-moi, mais reprenez les propos de la vice-présidente de la commission des lois LR, et en l'occurrence, il y a une vraie dissension dans la majorité sénatoriale. On fera les comptes. Je vous invite à faire les comptes à la fin. Mais les Français feront les comptes, vous inquiétez pas. Non, je parle du vote. Non, mais je crois qu'il était important que dans le débat hier, au moment de la discussion générale, au tout début, moi, par la question préalable, j'ai eu 3 minutes de temps de parole, et que Muriel Jourda, à la fin de la discussion, on puisse exprimer ceux qui, dans la majorité, ont une approche légèrement différente de celle de Stéphane Le Rudulier. Et moi qui appartiens à cette majorité sénatoriale, et c'est ma 8e année de sénateur, on a des différences. Moi, j'admets complètement d'être minoritaire, mais je suis respecté dans mes prises de position. Et voilà, on peut avoir des différences sur ce point-là, des différences d'approche, des différences d'ordre philosophique, sans pour autant tout remettre en cause. Et d'ailleurs, moi, je prends part au débat, au vote des amendements. J'écoute ce que les collègues de gauche ont à dire, j'écoute ce que la majorité présidentielle a à dire. Et le débat se passe quand même dans de bien meilleures conditions au Sénat qu'il a eu lieu à l'Assemblée nationale. Il faut le dire clairement. Dans cette période, il faudrait réussir une stratégie politique à s'imposer. C'est toujours aussi difficile, n'est-ce pas, pour les femmes. Moi, j'ai trois messages que je voudrais délivrer. Le premier, c'est revenir sur les propos de M. Benaroche, parce que il a raison. En tout cas, moi, je lui donne raison sur le aller vers. Tous les non-vaccinés ne sont pas des anti-vax. Il y a, dit-on, 40% de la population, enfin de cette population-là, qui est éloignée de la vaccination pour des raisons économiques, pour des raisons d'éloignement géographique. Et oui, il y a beaucoup de personnes âgées, notamment, qui en particulier dans le rural. 400 000 personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas encore vaccinées. Absolument. Et là, moi, je dis, le gouvernement doit aussi faire son travail. Il n'a pas réussi, il n'a pas mis en œuvre les moyens pour réussir, surmonter ce défi-là. Deuxième message, eh bien oui, il y a vraiment un glissement, on va dire, de la forme, non plus exactement du fond, vers la forme du président de la République, qui utilise la situation sanitaire pour faire sa campagne des présidentielles. Il a choisi d'être le héros des vaccinés contre les non-vaccinés. Et il a choisi d'opposer il a opposé encore une fois une partie des Français aux autres. Ce n'est pas ce que l'on attend d'un président de la République dont la fonction naturelle est au contraire de rassembler. Et troisième chose, je voulais dire que, en tout cas en tant que spectateur et extérieur à la droite, j'ai eu vraiment le sentiment qu'il y avait une droite qui, par contre, n'était pas rassemblée et qui avait des positions différentes, et que, quelque part, Monsieur Philippe Bas, eh bien, a joué son rôle d'arrondir les angles entre les différentes sensibilités de la droite. Des compromis. Mais de mon point de vue, il y a vraiment une droite qui est divisée, qui est éparpillée au Sénat maintenant. Un mot, puisqu'on a beaucoup parlé de politique, mais puisqu'on est effectivement sur l'organisation aussi du scrutin présidentiel, votre groupe porte aussi des amendements pour pouvoir sécuriser ce scrutin. C'est aussi ça un petit peu le risque. On est à quelques mois. Comme on est dans l'impréparation totale et qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle, qui est quand même l'élection reine dans notre régime, on aurait pu imaginer qu'on fasse prolonger les mesures qui avaient été prises au moment des élections départementales et régionales, c'est-à-dire la double procuration, les doublements des bureaux de vote. Les socialistes, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition, mais les socialistes avaient fait des propositions, notamment sur le vote numérique, ou le vote par correspondant. Le vote différé. Ce sont des choses qui peuvent être amenées dans le débat. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? On est dans la séquence présidentielle avec un président candidat non déclaré qui ne veut pas sortir de cette ambiguïté-là, qui a accès à l'ensemble des médias en tant que président de la République, sans aucune difficulté, qui utilise les moyens de l'État pour faire sa campagne électorale, alors que le vrai sujet,
c'est qu'on puisse avoir une campagne électorale digne de ce nom dans notre pays. Et ça, c'est très important à nos yeux. Et donc, le groupe de l'Union centriste va déposer une proposition de loi organique, puisque l'élection présidentielle est régie par une loi organique, ce qui rend très difficile la modification des règles. Et le gouvernement aurait pu saisir, par exemple, la proposition de loi socialiste, l'occasion de cette proposition de loi, pour faire des propositions, au lieu de renvoyer ça d'un revers de main, et de dire, voilà, nous, on est prêts à, dans la perspective de l'élection présidentielle, à faire un certain nombre d'avancées. Ça n'a pas été le cas, il faut assumer maintenant. Stéphane Le Rudulier, oui, c'est demain l'élection présidentielle, c'est urgent, il faut pouvoir avancer. Il y a tout de même Jean Castex qui a fait une réunion hier avec les différents présidents des groupes politiques et les différents candidats aussi, quand même, pour parler de cette échéance. Oui, mais tout, comme l'a dit très justement Loïc Hervé, tout doit passer par une loi organique, puisque c'est régi par la Constitution. Et effectivement, j'étais rapporteur du projet de loi sur l'élection présidentielle, et il y a eu une impréparation totale de la part du gouvernement par rapport à cette gestion de crise sanitaire en concomitance avec l'élection présidentielle. Et effectivement, il y avait des suggestions, notamment des socialistes, des centristes, des LR, pour dire multiplions les modalités de vote, essayons de rassurer la population quant à la tenue du scrutin et à différencier et à diviser les bureaux de vote pour moins d'influence. Tout ça, ça a été balayé d'un revers de main de la part du gouvernement. Et maintenant, on va jouer la montre, parce qu'on n'est pas sûr que le délai suffira pour passer cette fameuse loi organique. Vous imaginez, on met en péril l'élection présidentielle. Et moi, fondamentalement, c'est la seule élection où il n'y a pas d'érosion en matière de participation. Il y a encore une forte participation. Il ne faudrait pas que la légitimité du président qui sera élu soit remise en cause à cause d'un fort taux d'abstention. Ça serait inadmissible, et c'est la raison pour laquelle on va tout faire pour essayer d'assouplir les règles et de proposer plusieurs solutions pour éviter cette abstention. Xavier Iacovelli, est-ce qu'il y a un manque d'anticipation sur ce scrutin? Si je peux me permettre de répondre, parce que comme il y a 3 membres de l'opposition, j'espère que j'aurai le même temps pour défendre la majorité. En l'occurrence, sur l'aspect élection présidentielle, avec nous. Sur l'aspect présidentiel, effectivement, nous, à Territoire de Progrès, le parti présidé par Olivier Dussopt, le ministre Olivier Dussopt, nous avions fait des propositions, et notamment sur un délai de 3 jours pour pouvoir voter, du vendredi au dimanche, en gardant le rituel républicain du résultat à 20h, le vote par correspondance également. J'avais déjà déposé une proposition de loi en décembre 2020 sur le sujet, et donc effectivement c'est encore dans le débat. Et d'ailleurs la consultation des partis politiques et des groupes politiques hier par le Premier ministre peut effectivement amener à une loi organique, et je salue mes collègues d'avoir déposé des propositions, et ça va dans le bon sens, et c'est le rôle du Parlement. Je voulais répondre sur 2 choses, notamment sur le aller vert. Effectivement, aller vert, aujourd'hui, le gouvernement, et depuis maintenant plusieurs semaines, a organisé le aller vert avec la CNAM, notamment avec des courriers ciblés sur les personnes non vaccinées, avec la possibilité aussi pour les médecins traitants d'avoir accès à leur patientèle pour savoir s'ils sont vaccinés ou non, pour qu'ils puissent aller chercher directement et les vacciner directement à domicile. Oui, non, mais c'est le cas. Non, mais je dis pas que c'est le cas, justement. Et la preuve en est que c'est le cas, c'est qu'aujourd'hui, on a 600 000, effectivement, primo-vaccination de personnes qui n'avaient pas fait le choix de se faire vacciner et qui aujourd'hui font... Qui ne sont pas du tout des antivax, mais qui n'avaient pas eu accès à la vaccination. Et donc on en est aujourd'hui à 600 000, ce qui nous permet de passer la barre des moins de 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Après, sur l'aspect responsabilité des LR et responsabilité de la majorité sénatoriale, pardonnez-moi, mais je n'oublie pas non plus qu'en octobre 2020, c'est cette même majorité sénatoriale, les mêmes LR, qui ont demandé à ce qu'on rouvre, et d'ailleurs sur un amendement du groupe socialiste, qu'on rouvre les bars, les restaurants et les discothèques en pleine pandémie, en pleine deuxième vague. Donc permettez-moi parfois de douter de la responsabilité et l'esprit de responsabilité. Allez, c'était en 2020, on est en 2022. On continue les réactions en salle des conférences, Alexandre, car vous êtes avec Claude Maluret, le président du groupe Les Indépendants, dont les discours font souvent l'événement dans l'hémicycle, et qui est aussi médecin épidémiologiste. Et oui, le Claude Maluret, qui est le président du groupe Les Indépendants, République et Territoire au Sénat. Donc c'est un groupe
groupe qui fait partie de la majorité du Sénat de droite et du centre, mais qui est en même temps constructif avec le gouvernement. Claude Malhuret, qu'est-ce que vous pensez des modifications qui ont été votées par une majorité de sénateurs pour le moment sur ce projet de loi de passe vaccinal, avec par exemple le fait que ce ne sera plus possible pour les gérants de bars et de restaurants de contrôler l'identité des clients, ou alors des seuils dans les stades qui ont été un petit peu modifiés, également un seuil de 10 000 hospitalisations à atteindre pour pouvoir appliquer le pass vaccinal. Est-ce que toutes ces modifications sénatoriales, ça ne va pas un peu compliquer le texte ? Je crois pas. C'est le travail normal. En fait, on est dans une phase très très normale des amendements, aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. L'essentiel, c'est que le Sénat est d'accord avec le pass vaccinal. L'essentiel, c'est qu'on continue à pousser à la vaccination. Tous les efforts qui doivent être faits, c'est cela. Et le rapporteur, Philippe Bas, et la majorité des sénateurs aujourd'hui sont d'accord sur le pilier de ce texte. C'est l'essentiel. Après, le travail du Sénat, c'est évidemment d'apporter des amendements, d'apporter des correctifs. Ceux que vous avez cités, notamment, il y en a avec lesquels d'ailleurs je suis d'accord. D'autres, je pense que se fixer des nombres de contamination, c'est se lier les bras dans une épidémie qui est tellement changeante de jour en jour que c'est peut-être pas la meilleure décision, mais c'est des modifications pensées, raisonnées, normales, et elles vont donner lieu à une commission mixte paritaire avec l'Assemblée où on va sans doute, j'espère en tout cas, se mettre d'accord sur les détails. Donc c'est une procédure vraiment très classique, et dans l'ensemble d'ailleurs, vous l'avez remarqué, la discussion se passe bien, et avec de la part du gouvernement comme de la part des sénateurs, l'envie d'arriver à un projet de loi équilibré et surtout efficace. Un débat plutôt serein ici au Sénat, en tout cas plus serein qu'à l'Assemblée nationale la semaine dernière, et plus serein que le climat social actuel autour du pass vaccinal, avec une augmentation de la violence contre les parlementaires, notamment de la part des anti-vax. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement pour lutter contre cette violence ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Je pense que le gouvernement, il faut qu'il fasse ce qui est son boulot, c'est-à-dire que les parlementaires qui ont été menacés, d'abord qui ont subi des sévices, des violences, etc., évidemment, beaucoup d'entre eux ont porté plainte, et il va falloir maintenant que la police, la justice suivent leur cours. Et ça, c'est tout à fait normal. Quant aux autres, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Mais le problème n'est pas tellement, je dirais, ne remarquons pas les parlementaires, ne plaignons pas particulièrement les parlementaires, ne nous victimisons pas. D'abord, on est des responsables, et on sait que quand on est responsable, on a aussi de temps en temps à rendre compte, et parfois de façon désagréable. Donc on ne va pas se victimiser. On est des grands garçons et des grandes filles. Mais le sujet est beaucoup plus général. Les réseaux sociaux aujourd'hui, que moi j'appelle les réseaux antisociaux, en tout cas pour partie d'entre eux, sont devenus une arme de haine, une arme de menace. Et c'est, regardez, après tout, le sort des parlementaires, il est enviable par rapport à celui de Mila ou à celui d'autres qui sont dans des situations bien plus graves. Donc c'est un problème plus général sur lequel il faut que tous on réfléchisse. Merci beaucoup, Claude Malhuret, d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. 28 députés menacés de mort depuis le 1er janvier, surtout dans la majorité présidentielle. Et puis bien cette violence qui s'accroît depuis déjà plusieurs mois à l'encontre des élus. Hier, le président du Sénat, Gérard Larcher, a livré son analyse sur ce phénomène, tandis que l'on voit là les images de Saint-Pierre et Miquelon, ces images très choquantes du député La République En Marche, agressé devant son domicile en marge d'un rassemblement d'opposition au pass sanitaire. Je vous le disais, Gérard Larcher, hier, s'est exprimé à ce sujet. Écoutez son analyse. La violence, elle est le signe d'une société profondément crispée, profondément fracturée, profondément divisée. Pour répondre à cette violence, il faut de la fermeté. Mais en même temps, il faut être très attentif à ne pas fracturer, à ne pas diviser plus le pays. Oui, attention à ne pas fracturer. Martine Filleul, attention à ne pas diviser. Attention à la parole des élus aussi, dans ce contexte, à la parole politique, à faire attention, à avoir un débat apaisé. Mais n'empêche, elles sont inacceptables, ces agressions, cette violence. Bien sûr, elles sont inacceptables, et en même temps, je partage le propos du président du Sénat. Il ne faut pas non plus provoquer, il ne faut pas fracturer. Il faut veiller à rassembler les Français, et je crois que... Il y a une responsabilité aujourd'hui de la parole politique. Il y a trop de violence aussi dans le débat public.
pour vous? Dans le débat public, d'une manière générale, je ne le pense pas forcément. Je pense que les propos du président de la République, qui veut emmerder une partie des Français, n'a pas contribué à ramener de l'apaisement et de la sérénité en France. Et que le gouvernement devrait veiller à rassembler les Français plutôt qu'à les diviser. Et je pense que j'ajoute que la vaccination obligatoire ne nous aurait pas créé tous ces problèmes de division entre les Français, qu'au contraire, tous les Français auraient été traités de la même manière et soumis à la même obligation. Je pense que ça aurait pu contribuer à créer un climat différent. En tout cas, cette question des agressions d'élus elle va être soulevée lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement. Ce sujet et d'autres sont au menu des questions d'actu qui débutent dans moins d'une demi-heure. On va rejoindre Steve Jourdain dans l'hémicycle du Sénat pour faire un petit point sur ce qui est à l'ordre du jour dans 20 minutes maintenant. Oui, à l'ordre du jour, Tam, cette journée de mobilisation demain dans l'éducation nationale. Plus d'une école sur deux, une école sur deux devrait être fermée demain. Pourquoi ? Eh bien parce que les enseignants sont en colère. Ils sont en colère contre le gouvernement, ou plutôt contre le protocole sanitaire ou les protocoles sanitaires successifs annoncés par Jean Castex et Jean-Michel Blanquer. Des protocoles qui sont jugés insuffisamment protecteurs des enseignants et des élèves. Le gouvernement sera interpellé à ce sujet dans l'hémicycle à 15h. Et puis, autre sujet abordé cet après-midi, c'est la campagne présidentielle. Comment organiser le bon déroulement de cette campagne présidentielle malgré la crise sanitaire, malgré le Covid. Jean Castex a installé hier un comité de liaison avec les différents partis politiques. De son côté, et pour l'instant le gouvernement l'assure, le pass sanitaire, le pass vaccinal ne sera pas exigé à l'entrée des réunions politiques, des meetings politiques, mais il est aussi évidemment question des remboursements des frais de campagne. Tous ces sujets sont sur la table. On les retrouvera à 15h au moment des questions d'actualité au gouvernement. Et on vous retrouvera également à 15h. Steve, on va d'ailleurs parler bien d'un des sujets que vous venez d'aborder, c'est celui de l'école. L'école, particulièrement désorganisée en cette rentrée de janvier. 3 protocoles sanitaires ont été annoncés en une semaine, en 8 jours. Pas de quoi calmer les esprits à la veille d'une journée de mobilisation des enseignants qui s'annonce très suivie. Sandra Cerquera. Une semaine seulement après la rentrée scolaire, le protocole sanitaire est de nouveau assoupli avec 3 nouvelles mesures. Désormais, quand un élève est positif au Covid, ses camarades de classe ne sont plus obligés de faire un test PCR ou antigénique. 3 autotests gratuits suffisent. Autre nouveauté, plus besoin de venir chercher son enfant cas contact immédiatement. Les parents pourront attendre la sortie scolaire. Enfin, pour prouver que son enfant est bien négatif, une seule attestation sur l'honneur devra être présentée à l'école après un premier test. Le gouvernement assume de vouloir maintenir les écoles ouvertes. J'entends des revendications sur un retour à un ancien protocole où au premier cas, on devrait fermer les classes. Mais avec le rythme de circulation du virus, en 8 jours, toutes les écoles françaises sont fermées. Ça n'est pas possible, ça n'est pas notre choix. Un allègement du protocole qui n'a pas fait retomber la colère des syndicats enseignants. Au contraire, tous continuent de dénoncer le manque d'anticipation du gouvernement et des règles sanitaires insuffisantes. Il faut effectivement investir dans l'école, dans l'éducation nationale pour pouvoir fonctionner en période de Covid. En fait, c'est tout ce qui n'a pas été fait depuis 20 mois. Il n'y a pas eu d'investissement pour les capteurs de CO2. Ça fait 18 mois qu'on demande des masques chirurgicaux. À peine Jean Castex commence-t-il à évoquer le fait qu'on va en avoir, mais rien n'est dit vraiment des masques FFP2. Donc, à un moment, il faut aussi mettre en cohérence les paroles et les actes. Les syndicats ont massivement appelé à faire grève demain. Effet rarissime, 3 syndicats de cadres de l'éducation nationale s'associent au mouvement. Sont prévus 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées. Une mobilisation inédite depuis 2017, à 3 mois de la présidentielle. Et sur ce sujet, une nouvelle réaction, celle de la sénatrice communiste Céline Brulin, qui est salle des conférences au micro d'Alexandre. Et oui, avec Céline Brulin, on va avoir demain une grève historique de la part des enseignants avec la moitié des écoles fermées, 75% des enseignants qui font grève pour protester contre le protocole sanitaire du gouvernement. Et pour
temps, le gouvernement a assoupli son dernier protocole sanitaire dans les écoles avec 3 autotests pour les cas contacts. Le gouvernement a fait des efforts. Il faudra peut-être les saluer, les entendre, non, de la part des syndicats d'enseignants. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que le gouvernement prenne l'habitude de consulter les acteurs de terrain, les parents d'élèves, les enseignants, plutôt que, comme l'a fait le ministre Blanquer, envoyer un protocole sanitaire un dimanche après-midi, veille de rentrée des classes début janvier, pour qu'ensuite le Premier ministre vienne effectivement constater ce que nous disons depuis des mois, c'est qu'il y a des protocoles qui sont absolument infaisables dans la réalité. Et donc le mieux, ce serait qu'au bout de 2 ans de gestion de cette crise, le gouvernement comprenne qu'on réfléchit mieux et qu'on a des réponses plus adaptées aux réalités de terrain quand on les construit collectivement. Et alors vous dites qu'il faut davantage concerter les syndicats d'enseignants, mais quand on écoute certains syndicats, il faudrait revenir à des protocoles plus anciens où on ferme davantage de classes en cas de Covid. Quand on écoute les parents, il faut vraiment laisser les écoles ouvertes. Donc c'est compliqué d'avoir une solution unique. Quel serait le protocole idéal ? Je crois que ce qu'il nous faut, c'est davantage de personnel dans les écoles, des personnels de santé scolaire, des infirmiers, des médecins scolaires. Or, gouvernement après gouvernement, on a complètement débarbouillé la santé scolaire. On voit aujourd'hui que pour faire des tests à l'école, parce que c'est là que ça serait le plus efficace, on aurait besoin de ces personnels. Et puis, il nous faut des personnels enseignants, encadrants, accompagnant les élèves. Et en ce moment même se discutent et s'élaborent dans les académies les retraits et de postes dans les classes, les dotations horaires globales dans les collèges et dans les lycées. Et nous demandons que pas une classe ne soit fermée dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. On voit bien que le phénomène et la volonté de regrouper des écoles, de mettre du monde dans les classes ne peut pas être possible dans le contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup Céline Brulin. Donc vous le voyez, Tam, pour les sénateurs communistes, c'est la question de la hausse des moyens qui est la priorité pour mieux lutter contre la Covid-19 à l'école. Plus de moyens, c'est aussi ce que vous pensez. Loïc Hervé, en tout cas, cette rentrée, elle est marquée effectivement par une grande confusion avec 3 protocoles sanitaires en 8 jours. Et puis, on l'a vu, des queues immenses devant les pharmacies avec des parents qui viennent tester leurs enfants tous les jours, tous les 2 jours. Moi, je veux répondre à votre question comme sénateur, mais surtout comme père de famille. Et sans doute, ça fera plaisir à Xavier Iacovelli, mais moi, je soutiens le dernier protocole annoncé par le gouvernement, par Jean Castex, parce que je trouve que c'est un... Une fois n'est pas coutume, Xavier. Non, c'est pas une fois n'est pas coutume, au contraire. Pas parce que je suis opposé sur le pass sanitaire depuis le début, que pour une fois, je peux dire, et ça arrive plus souvent que vous ne le croyez, que je suis en accord avec ce dernier assouplissement. Pourquoi ? Parce que les conditions de l'annonce du protocole avant la rentrée scolaire la semaine dernière, le Bronx absolu dans tout le pays, les difficultés concrètes qui ont été celles des enseignants, des familles, des enfants eux-mêmes, de courir après les tests, des classes fermées, etc., ça ne pouvait pas durer. Donc là, on est sur un système assoupli qui repose sur la responsabilité individuelle et sur la responsabilité des familles. Moi, je crois qu'il faut... Je ne suis pas du tout d'accord avec la collègue communiste. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les parents, la sphère familiale dans la gestion de tout ça. Je crois que les enseignants doivent aussi se tester plus souvent. Moi, j'entends quand même qu'un certain nombre d'enseignants font le choix de s'isoler parce que cas contact, alors que moi je préférerais qu'on ait un protocole très clair qui fasse que les enseignants se testent et continuent d'assurer leur métier. Il y a 10 000 classes fermées en France aujourd'hui. Il y a la grève demain, mais vraiment, il faut que l'école fonctionne. On ne peut pas faire d'une génération, qui est la génération de nos gamins, une génération de cancres. Il faut que l'école fonctionne et marche normalement. Vous êtes d'accord avec cela ? Il faut avoir l'école ouverte à tout prix, Martine Filleul. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dernier protocole, les 3 autotests ? J'aurais surtout envie de dire à Loïc Hervé, mais à vous tous également, que heureusement que le Premier ministre a repris les choses en main. Parce que effectivement, tout allait à volo. Et c'était un véritable chantier. Pour vous, Jean-Michel Blanquer est un peu discrédité dans cette séquence après Pour le moins, oui. Pour le moins, c'est très clair. Alors, moi, pour être bref, ce que je dirais, c'est que je reprendrai la proposition de mon collègue Sueur. Lui, il proposait, alors bien sûr, le protocole est en place, mais il proposerait sinon qu'il y ait des campagnes qui soient menées de dépistage dans les écoles primaires et dans les collèges par l'éducation nationale elle-même, avec du personnel de l'éducation nationale et d'une manière systématique pour que toute la responsabilité ne repose pas, enfin, toute l'ingénierie ne repose pas sur les familles et sur les parents.
Stéphane Le Rudulier, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette séquence? Est-ce que vous êtes favorable à ces 3 autotests? Pour avoir une voix dissonante aussi, est-ce que 3 autotests, on a complètement confiance? C'est déclaratif, voilà. Oui, c'est la responsabilité des parents. Je rejoins totalement ce que vient de dire Loïc Hervé. Moi, ce que je voudrais attirer l'attention, je comprends totalement que les parents d'élèves, que les enseignants soient totalement désemparés. 3 protocoles en une semaine avec des protocoles inapplicables. Quand la crise sanitaire, malheureusement, est arrivée en mars 2020, j'étais maire. Et moi, je pense que le gouvernement n'a rien appris de ses erreurs, puisque le premier protocole sanitaire que les maires devaient appliquer, c'était courant avril-mai 2020. 80 pages, inapplicable. Moi, je me souviens de cela. Il n'y en a plus de 40, là. Il y en a plus de 40. Donc ça s'améliore. Mais ce que je veux dire, c'est que ce retour d'expérience, il faut faire preuve de pragmatisme également. Et là, ça montre totalement l'impréparation et le manque d'anticipation de la part du gouvernement pour cette gestion de crise sanitaire. C'est pas, je l'ai dit dans mon propos introductif, le but n'est pas de faire le bilan de cette crise sanitaire. Il sera bien temps de le faire une fois que la crise sera passée. Le but n'est pas de faire un référendum au niveau du Sénat si oui ou non le gouvernement a bien géré cette crise sanitaire. Mais néanmoins, on s'aperçoit que dans le quotidien, c'est difficilement lisible. La politique du gouvernement sur cette gestion de crise est difficilement lisible. Le mot de la fin là-dessus, Xavier Iacovelli, pour vous laisser répondre, effectivement, sur cette séquence où certains estiment qu'il y a une impréparation du gouvernement et où ça reste encore bien trop compliqué, cette gestion notamment de l'école. Comme Loïc Hervé, moi je vais répondre en tant que sénateur, mais aussi en tant que père. Moi j'ai 2 garçons qui sont en maternelle et en primaire. Et effectivement, les protocoles de début de semaine étaient compliqués. Oui. Compliqués à appliquer, compliqués pour les pharmacies, compliqués pour les parents. Et effectivement, l'assouplissement et la simplification de ce dernier protocole va, à mon sens, dans le bon sens, justement. Parce que la solution de facilité, ça aurait été effectivement ce que proposait d'ailleurs Valérie Pécresse, c'est-à-dire fermer les écoles. Et du coup, d'ailleurs, je note qu'à la fois, on voulait fermer les écoles pour les enfants, mais en même temps, ouvrir les restos pour les non-vaccinés. Ça, c'est la cohérence des Républicains. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que la priorité, c'est vraiment maintenir absolument la scolarité pour les enfants, de faire en sorte de fermer le moins de classes possible, et effectivement, que cette responsabilité, et moi, on a complètement confiance dans les parents. Les parents, à partir du moment où ils ont un enfant malade, ils ne le mettent pas à l'école. En tout cas, c'est principe, en tout cas, de responsabilité pour les parents. Et je pense que ça va dans le bon sens. Et effectivement, il y a eu un tâtonnement pendant une semaine, de la cacophonie. Il faut savoir. Reconnaître. Mais non, mais il faut l'avouer. Toute personne ne peut être dans le déni de ce problème-là. Mais je pense que c'est important. Proposé la fermeture, de repousser, non pas de fermer les écoles pendant 6 mois, de repousser d'une semaine. Donc de fermer l'école pendant une semaine. Donc c'est déjà différent de ce que vous avez. Ah ben, fermer l'école, c'est fermer l'école. Fermer l'école. Repousser les vacances, c'est fermer l'école. Fermer l'école pendant une semaine pour justement éviter la flambée épidémique. Ça a été balayé d'un revers de main de la part du gouvernement, dont acte, on en est à 360 000 cas par jour. Non, mais on parle des enfants, attendez. Merci. Vous savez très bien que les enfants sont les vecteurs également de circulation du virus. Enfin bon, je pense que. Non, mais on comprend. Mais dans le même temps, effectivement, vous souhaitiez vous opposer au pass vaccinal pour ceux qui ne sont pas vaccinés. On a bien compris. C'est un grand débat que celui de l'école sous Covid. Et d'ailleurs, il va en être largement question lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Dans quelques minutes, la séance va commencer. Et en attendant, on va rejoindre Alexandre pour de nouvelles réactions